Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, 7 avril 1994, il y a 10 ans, commençait le génocide des Tutsis au Rwanda. Derrière l'église, avec le sol rouge de sang, 4000 Tutsis ont été tués à Shanki. Même les femmes qui étaient enceintes coupaient en deux, enlevaient le bébé qui est dans le ventre. Vous l'avez vu ça ? Oui. Quand on pense à ça, on a tendance à perdre la tête. Ans d'histoire. Il y a 10 ans, jour pour jour, le 7 avril 1994, dans un pays 20 fois plus petit que la France, commençait un des plus grands génocides de l'histoire. Comme le disait à l'instant un rescapé, il y avait en effet de quoi perdre la tête. Pendant 3 mois, plus de 800 000 Tutsis, le 10e de la population du Rwanda, a été massacré, victime de la rivalité qui, depuis des générations, les opposait à l'ethnie majoritaire de cette ancienne colonie belge, les Hutus. Mais en ce début du mois d'avril 1994, le fossé entre ces deux communautés semblait devoir se combler. Les accords d'Arusha, signés quelques mois plus tôt, prévoyaient un partage du pouvoir entre les Hutus et les Tutsis. Et le 6 avril 1994, à 20h30, le crash d'un avion Falcon 50 à l'aéroport de Kigali allait tout remettre en cause. En apprenant la nouvelle le lendemain matin, personne encore ne pouvait imaginer le massacre qui allait commencer le jour même. C'était il y a 10 ans, France Inter, Denis Astagno, le 7 avril 1994. Kigali, 2 chefs d'État africains tués ensemble dans un accident d'avion, le Rwanda et le Burundi décapités, mais il s'agit peut-être d'un attentat. Juvenal Habyarimana était à la tête de son pays depuis 20 ans. Il n'y a aucun survivant parmi la dizaine de personnes du mystère présidentiel. Le point avec Jean Hélène, le correspondant du Radio France Internationale à Nairobi. On ignore encore si l'avion présidentiel s'est écrasé accidentellement ou s'il a été abattu, mais un témoin joint par téléphone à Kigali affirme avoir entendu 2 explosions quelques secondes avant que l'appareil ne s'écrase. La mort du président Habyarimana intervient dans un climat politique tendu au Rwanda. Le chef de l'État était accusé par l'opposition et les rebelles du Front patriotique rwandais de retarder notamment la création d'un gouvernement à base élargie. C'était Jean Hélène, assassiné il y a quelques mois, on le sait, en Côte d'Ivoire, et qui, le 7 avril 1994, commentait ce qui allait déclencher le génocide du Rwanda, la mort du président Habyarimana, victime en effet d'un attentat, dont on ne connaît d'ailleurs toujours pas les auteurs. Patrick de Saint-Exupéry, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions des Arènes un livre, L'Inavouable, qui est un véritable réquisitoire contre la politique française au Rwanda. Nous en parlerons bien sûr, mais avant je voudrais qu'on rappelle les causes de ce génocide qui est souvent présenté comme la conséquence d'une rivalité très ancienne entre les Hutus et les Tutsis. Sur quoi repose d'ailleurs cette rivalité qui dure depuis longtemps, je crois depuis l'époque coloniale? Oui, tout à fait, mais juste avant d'arriver à ce petit point, je voudrais juste préciser une chose. Le 7 avril, l'attentat va déclencher. C'est un déclencheur, c'est-à-dire que le 7 avril, une machine va se mettre en marche. Mais la machine est déjà prête. Il a fallu des années de travail auparavant pour construire cette machine. Cette machine s'appuie sur la terreur. C'est une machine qui a déconstruit la population, qui a déconstruit les hommes. On les a réduits à l'état de mécanique qui vont tuer. Pour arriver à cet état de terreur, on s'est appuyé sur une rivalité, alors on va appeler, c'est une rivalité ethnique, si on veut, mais Hutu-Tutsi. Qu'est-ce que c'est qu'un Hutu? Qu'est-ce que c'est qu'un Tutsi? C'est des gens qui parlent la même langue, qui ont la même culture, qui ont traditionnellement des activités différentes, les Hutus étant supposés d'agriculture et les Tutsis étant les pasteurs, mais surtout, cette grille de lecture Hutu-Tutsi, et ça c'est fantastique, c'est un ressort absolument incroyable, permet des lectures différentes. C'est-à-dire que pour les uns, la rivalité Hutu et Tutsi est d'ordre révolutionnaire. Les Hutus étant le peuple, les Tutsis les seigneurs. Donc la domination des Hutus sur le pouvoir est le fruit d'une conquête révolutionnaire du pouvoir. Je veux dire, c'est 1789. Pour d'autres, vous êtes sur une grille de lecture tribale. Vous êtes sur 2 tribus, Hutus et Tutsis, 2 cultures différentes. Et donc là, si vous acceptez cette grille de lecture, vous êtes sur une lutte tribale. De mon point de vue,
Moi, je suis pas spécialiste. Je sais que les spécialistes d'histoire africaine se déchirent sur ces clivages Hutu-Tutsi, sur l'histoire de ces dénominations. Mais encore une fois, on parle de gens qui ont la même culture, qui ont la même langue, qui ont les mêmes référents, qui parlent dans un même pays. Et de mon point de vue, mais absolument pas d'expert, simplement de personnes qui est passée au Rwanda, pour moi, les Hutus et les Tutsis, c'est un petit peu comme les Corses et les Alsaciens. Il y a des différences, mais je suis pas sûr qu'ils se retrouvent pas dans le même ensemble. Vous disiez, Patrick de Saint-Exupéry, que ce génocide, dont le déclencheur, la cause immédiate, c'est la mort d'Abiyarimana, qui était Hutu. Et bon, et les Tutsis, enfin, qui était Hutu, oui. Et les Hutus accusent les Tutsis d'être responsables. En fait, on ne sait toujours pas qui a tiré sur cet avion dans lequel se trouvait le président rwandais, qui, justement, a voulu saisir ce prétexte. Est-ce que ce sont ceux qui essayent d'empêcher un accord, je l'ai évoqué, l'accord d'Arusha, qui prévoyait une ouverture du gouvernement à des Tutsis? Beaucoup d'entre eux, il faut le rappeler, appartiennent au FPR, qui a été formé à l'extérieur du Rwanda par des Tutsis qui avaient fui justement le Rwanda après l'indépendance. Oui, alors, pour remonter un petit peu l'histoire, comme vous m'y entraînez, la rébellion arrive au Rwanda en octobre 1990. C'est une incursion en octobre 90. Cette rébellion vient d'Ouganda. Les rebelles étaient auparavant intégrés dans l'armée ougandaise, ont aidé Yoweri Museveni à conquérir le pouvoir. Et Museveni n'a plus besoin d'eux, leur dit maintenant vous pouvez partir. Et eux sont des exilés depuis très longtemps. Et donc, vont attaquer le Rwanda. Mais cette attaque ne sera pas une attaque surprise. Toute la région sait que les exilés n'ont pas d'autre choix que de revenir. Et comme le pouvoir rwandais leur interdit, ils n'ont qu'un seul choix, c'est les armes. Et il n'y a aucune surprise dans l'attaque de la rébellion. Tout le monde le sait. Et cette attaque, et c'est là où on peut discuter d'une appréciation politique, mais cette attaque est aussi provoquée par le refus du pouvoir de Kigali, du président Abiyarimana, de discuter du retour des exilés. Alors un pouvoir qui entretient la rivalité entre Hutu et Tutsi par le biais d'une radio dont on a beaucoup dit qu'elle porte une responsabilité énorme dans ce qui va se passer, qui entretient la haine entre les deux communautés. On parle souvent de cette radio, mais on entend rarement ce qu'elle disait. Écoutez Radio Mille Collines, 2 mois avant le déclenchement du génocide, en février 1994. abayobozi rero b'amashyaka yemera ko arengera ubusugire bwa repubulika n'inyungu za rubanda nyamwinshi bakwiye gutangariza abayoboke bayo ko bashyize. Tous les vrais partis, ceux qui œuvrent véritablement pour les intérêts du peuple Hutu, doivent proclamer leur unité. S'ils sont unis, nos militants le seront également. Et là, je vous assure, rien ne pourra nous résister. Comme ça, au moins, on verra qui veut l'intérêt de notre peuple et qui veut collaborer avec les cancrelats. Alors les cancrelats, bien sûr, ce sont les Tutsis. Quel a été l'impact de cette radio qui était écoutée, je crois, dans tout le pays? Tout le monde avait la radio, Patrick de Saint-Exupéry, et surtout qui la dirigeait? Écoutez, c'est tout le clan présidentiel qui dirige cette radio. On a surnommé ce clan la Kazoo, la petite maison. En fait, c'est tout l'entourage du président rwandais assassiné qui dirige cette radio. Tous les proches sont présents à la direction de cette radio. Cette radio a un rôle extrêmement important. Elle est le chef d'orchestre du génocide. La radio Mille Collines, que les gens vont surnommer Radio La Mort, on va entendre. Les ordres vont être donnés, c'est-à-dire ici, là, dans tel village, on a vu 3 Tutsis, il faut les tuer. Là, ailleurs, on a repéré qu'il y a 50 Tutsis, il faut les tuer. Et les gens, tout le monde au Rwanda écoute la radio, et les gens entendent cette radio et vont obéir aux ordres. Les ordres sont donnés par la radio sur un rythme entraînant, et c'est fantastique en termes de psychologie et de travail sociologique et psychologique, c'est absolument incroyable, parce qu'il y a des chansons qui sont entraînantes. Je veux dire, c'est une radio qui vibre, qui pulse, qui donne envie de faire couler le sang, de tuer, et avec les instructions, et cette radio emporte tout le monde, emporte tout le peuple, et tout le monde suit. Alors justement, Patrick Saint-Exupéry, le 6 avril, le président Abiyarimana est victime d'un attentat dans son avion. Et juste encore une petite chose. Vous parlez du 6 avril et de l'attentat. Vous parliez aussi de Radio Mille Collines. Il faut savoir que 3 jours avant l'attentat, Radio Mille Collines annonce qu'il va se produire un événement dramatique au Rwanda. 3 jours avant. C'est quand même étonnant. Et alors justement... Parle d'un événement déclencheur. Je ne sais plus les termes exacts, mais il y a une sorte de prémonition de cette radio sur les événements à venir. Comment a commencé justement le génocide dès le lendemain, dès le 7 ?
Dès le 7, les premiers massacres, mais très ciblés. Les premiers massacres sont extrêmement ciblés. On va éliminer l'opposition Hutu modérée. Lorsqu'on parle de Hutu ou lorsqu'on parle des Tutsis, tout le monde en général a tendance à en faire un tout. C'est faux. Il existe une opposition modérée. Les Hutus modérés veulent justement un élargissement du pouvoir, admettre l'existence des Tutsis et leur présence au pouvoir. Et ils vont être les premiers visés. Ils vont être les premiers tués. L'une des premières morts, ça va être celle du Premier ministre, Madame Agathe, qui est Hutu. Elle va être tuée parce qu'elle va intervenir à la radio pour essayer d'apaiser les esprits. Et les gens vont la tuer immédiatement. Et puis ensuite, ça prend une ampleur énorme. On arrête des gens, comment dirais-je, comme ça un peu partout. On trie la population en fonction de l'appartenance à telle ou telle ethnie. Et cela parce que sur les cartes d'identité, justement, figure le nom de l'ethnie à laquelle on appartient. On est Tutsi, on est Hutu. Si on est Tutsi, c'est fini. Oui, là vous êtes au début, quand c'est encore quelque part logique et rationnel. Mais on va s'apercevoir que de ce mouvement qui est absolument terrible, parce qu'on commence sur une base rationnelle, et ça va toujours rester rationnel. Mais on va finir par avoir des maris Hutus qui vont tuer leurs femmes Tutsi ou leurs enfants, parce qu'ils sont Hutus Tutsi, on ne sait pas très bien. Et on va avoir aussi, encore plus extraordinaire, en même temps très logique, des soldats rwandais, donc du régime des tueurs, qui vont revenir du front pour découvrir que leurs familles ont été massacrées par ceux-là même qu'ils défendaient. Et cela sous les yeux des journalistes qui arrivent dans les jours qui suivent, comme Nicolas Poincaré pour France Inter en avril 1994. Quand on roule sur les pistes du Rwanda, on sent les villages avant de les voir. Une odeur de mort et de charogne vous force à vous boucher le nez, 1 ou 2 virages avant la traversée de chaque hameau. Sur les collines, sur des kilomètres et des kilomètres, au milieu des plantations de café et de bananes, il n'y a plus personne de vivant. Et l'on est tout surpris d'entendre tout d'un coup un enfant qui pleure. Ici, les massacres ont eu lieu à la mi-avril. Les miliciens se sont livrés à une extermination systématique de tous les Tutsis. Les rescapés disent que sur les 10 000 habitants de la commune, au moins 8 000 sont morts. Ma famille sont déjà morts. Toutes. Je reste moi seul avec les 2 enfants. J'en ai 15 enfants. Mais on a tué 13, il reste 2 enfants seulement. Et mon épouse aussi sont déjà morts. Ma mère aussi et mes frères et mes sœurs aussi sont déjà morts. On l'a tué avec des machettes, surtout des machettes et des mini quoi. Des bâtons. Des bâtons. Mon nom est Sirin Kézameti. Je suis le 5e fils d'une famille de 15 ans. En 1994, au moment des génocides de Batoussé, je m'occupais de mes 11 frères et sœurs. Et cela accaparait l'essentiel de mon temps. Dans la nuit du 6 avril, tous les soirs, selon le même rituel, à la tombée de la nuit. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, le génocide rwandais. C'était Mutunge par Jean-Marie Muyango pour un spectacle Rwanda 94 créé en Belgique après le génocide. Vous-même, comme Nicolas Poincaré, vous en avez été le témoin pour le Figaro, Patrick de Saint-Exupéry. Oui. Vous êtes arrivé en mai. Je suis arrivé en mai et justement, j'ai retrouvé Nicolas Poincaré. On s'est retrouvé par hasard un petit groupe de journalistes et en cette mi-mai, on est arrivé au pays du génocide et c'est étrange à raconter. Enfin, je veux dire, vous roulez dans un pays, vous avancez, vous ne voyez rien, que des morts, que des cadavres. Quelques heures, vos vêtements sont imprégnés d'une odeur, l'odeur des cadavres en décomposition. Les seules choses qui bougent, c'est les chiens. Il y a des chiens. Les seules choses qui bougent un peu partout, qui errent, les arbres qui bruissent, le vent et les morts. Et ça dure des journées entières. Et Nicolas là raconte un bébé. Quand vous trouvez un bébé là, dans un cadre pareil, c'est un miracle. Alors, autre témoin, ces premiers Français évacués du Rwanda et arrivant à Roissy 6 jours après le début du génocide, le 13 avril 1994. Le retour s'est bien passé, hein. On avait suffisamment de militaires français pour nous escorter. Ça n'a pas été la partie la plus dure de la semaine qu'on vient de passer. Le plus dur, ça a été de voir tous ces massacres. Ces femmes, ces enfants, décapités à la machette, à la grenade. Cette boucherie qui a été faite, c'est un véritable génocide.
C'est scandaleux. Avec 2400 soldats de l'ONU, ils n'ont pas été capables de protéger ni la ville de Kigali, ni la population locale, ni les ressortissants étrangers. C'est absolument scandaleux. Quels ont été vos contacts avec la population quand vous êtes parti? Ce qui était scandaleux, c'est que quand on est parti, tous les gens qui nous applaudissaient, qui disaient « Vive la France », c'était ceux qui avaient des couteaux à la main, encore plein de sang, des gens qui venaient d'égorger. J'avais honte d'être français. Très dur ce témoignage, Patrick de Saint-Exupéry, le 13 avril 1994, un Français rapatrié par une opération française, l'opération Amarillis. Il est question de génocide, c'est un mot qui a eu du mal à passer, je me souviens à cette époque-là. Oui, c'est un mot qu'on n'a pas envie d'utiliser, que personne n'a envie d'utiliser, parce que c'est un mot qui est tellement fort, qui correspond à tellement de choses, que vous n'avez pas envie de l'utiliser. Vous renaclez devant, et en même temps... lorsque vous êtes sur place, et c'était le cas de ce monsieur, il croyait ce qu'avaient vu ses yeux. Il parle de génocide parce qu'il l'a vu. Et il n'y a qu'un mot pour parler de ça. Il parle de la France et il parle de l'ONU, une passivité et des responsabilités dont il est aussi question dès le mois d'avril 1994 dans les journaux français qui s'interrogent sur les causes du génocide. La revue de presse, Stéphanie Duncan. Oui, en avril 1994, pour comprendre comment on en est arrivé à de tels massacres, beaucoup de journalistes français parlent de vieilles rivalités ethniques. Marc Latuilière, par exemple, dans La Croix, met en cause, je cite, l'engrenage de la violence ethnique de l'Afrique des Grands Lacs. Dans l'Express, Christian Hoche écrit aussi, l'Afrique des Grands Lacs a toujours été le théâtre d'effroyables tueries. Il aura suffi, la semaine dernière, de l'assassinat du président rwandais pour que se déchaîne à nouveau la barbarie. Alors, y aurait-il donc en Afrique une fatalité de la barbarie? C'est aussi ce que semble dire Pierre Bello dans Le Point. Les tueries qui ensanglantent le pays ne sont qu'un épisode de plus dans la longue histoire des Tutsis et des Hutus. Et le journaliste se lance dans une comparaison des deux ethnies très différentes sociologiquement, voire physiquement même. Les Tutsis, dit-il, pasteurs longilignes et redoutables guerriers, ont réduit à la servitude les agriculteurs Hutus de souche bantou. Alors par conséquent, s'il y a une fatalité, que pouvait donc la France face à cela? Alors le journaliste du Point, justement, l'affirme. Au milieu de cet atroce pandémonium, les paras français ont fait tout leur possible. Mais dès avril 1994 aussi, quelques voix s'élèvent pour dénoncer cette vision réductrice. Dans Libération, par exemple, Stephen Smith dénonce l'indifférence et le cynisme de la France. Selon l'adage, les Africains s'entretuent de toute façon. Ce drame, affirme-t-il, est bien politique et non pas tribal. Dans Le Monde, on a aussi le témoignage de Jean-Fabrice Pietri, involontaire d'AICF, une organisation humanitaire qui plaide pour une intervention rapide au Rwanda. Faut-il attendre de pouvoir parler de génocide, dit-il, avant que ne s'émeuve l'opinion internationale? Dans Libération, Jean-Pierre Chrétien, historien spécialiste de l'Afrique, n'hésite pas à parler de nazisme tropical. L'Europe, dit-il, est aveugle face à la tragédie rwandaise. Ces archaïques affrontements ethniques sont en fait, dit-il, de très modernes génocides menés par des extrémistes hutus inspirés par une idéologie de type nazi. Colère aussi de Ronnie Broman, le président de Médecins sans frontières, interrogé par Télérama. Lui aussi compare le génocide rwandais à la Shoah en pesant ses mots, dit-il. Ce ne sont pas n'importe quel Hutu qui massacre les Tutsis, dit-il. Ce sont les milices d'un régime fasciste qui prônent le culte de la force et de la race. Alors, pourquoi la France, démocratique, de gauche, arrimée à son discours droit de l'homiste, a-t-elle choisi de soutenir ce régime? Pourquoi? Et oui, pourquoi, Patrick de Saint-Exupéry? Que vient faire la France dans cette ancienne colonie belge? Quel est son intérêt au Rwanda? La France arrive au Rwanda, en fait, après avoir perdu le Zaïre, les accords de coopération, les premiers accords de coopération remontent à 1975. Mais ça n'explique en rien l'implication française des années 90 qui, elle, va prendre une véritable difficulté pour comprendre pourquoi la France s'est autant impliquée avant le génocide, pendant le génocide et après le génocide. Dans l'affaire rwandaise, c'est que nous n'avons aucun temps court politique à ce titre. Pendant aucun politique n'a jamais essayé de répondre aux questions simples. Quel était l'intérêt de la France? Au nom de quelle stratégie? Pour quelle politique? Quelles étaient les visées de l'implication française? Et qui va loin, parce que ça implique des ventes d'armes au régime de Habyarimana, l'entraînement notamment de l'armée et des milices qui vont participer au génocide. Ah oui, l'implication va très très loin. On va vendre officiellement pour plusieurs millions de francs à l'époque. Enfin, en 93, on vend pour 70 millions de francs à l'époque en armes au régime de Kigali. Et on vend aussi de manière officieuse énormément d'armes, enfin officieuse secrète, énormément d'armes en passant
passant par un certain nombre d'officines, mais à chaque fois, lorsqu'on suit les chemins parcourus, on aboutit à la France. Mais alors la France, c'est pas quelque chose d'abstrait. Qui en France, Patrick de Saint-Exupéry? Avant 94, la responsabilité de la politique africaine de la France revient, on l'a entendu, à un gouvernement et à un président de gauche, François Mitterrand, mais en 94, c'est la cohabitation. Qui fait la politique africaine de la France? Est-ce que c'est le Premier ministre, Édouard Balladur, ou est-ce que c'est le président de la République, François Mitterrand? D'ailleurs, vous citez François Mitterrand qui aurait dit à un de ses proches pendant l'été 94, dans ces pays-là, un génocide, c'est pas trop important. C'est tragique, c'est effrayant comme formule. C'est effrayant, mais il avait raison. La preuve, c'est qu'on commence simplement à en parler aujourd'hui, éventuellement de manière un peu posée, mais il aura fallu dire complètement de manière un peu posée, mais il aura fallu. Mais c'est extrêmement politique aussi, et c'est extrêmement bien vu, et on peut trouver ça terrible. Moi, je trouve l'élu c'est le président à l'Élysée d'Orsay va être littéralement placé à l'écart, ne va pas avoir son mot à dire sur la gestion du dossier rwandais. Alors la France, et même l'ONU, est absente pendant les 3 mois qu'a duré ce génocide, Patrick de Saint-Exupéry. Là, je ne vous suivrai pas juste sur un point, c'est que l'ONU sera toujours présente au Rwanda. Oui, mais elle a un mandat défensif, elle ne peut pas intervenir. Il faut quand même savoir que les soldats de l'ONU présents au Rwanda, et je pense à l'un d'eux en particulier qui est mort au Rwanda, qui était un capitaine sénégalais, a sauvé des milliers de vies à lui tout seul. Il est mort au Rwanda, il a sauvé des milliers de vies à lui tout seul, peut-être autant que le nombre de vies sauvées durant l'opération Turquoise. Alors, justement, l'opération Turquoise, elle commence tardivement, je crois que c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, même après le génocide. Il s'agit de venir au secours de 2 millions de réfugiés, mais qui sont des Hutus. Il faut rappeler qu'entre-temps, le FPR, des Tutsis, a pris le pouvoir à Kigali. Les Hutus s'en vont vers le Zaïre, et alors là, ils arrivent dans des camps qui sont à proximité, à la frontière du Zaïre, dans le camp de Goma, où en plus se déclenche une épidémie de choléra assez tragique. Alors, cette opération est a priori une opération Turquoise, une opération humanitaire que François Mitterrand d'ailleurs explique à la radio le 1er septembre 1998, au moment où dans les camps, les organisations humanitaires essayent de sauver les victimes Hutus du choléra. La France n'entend pas mener d'opération militaire au Rwanda contre qui que ce soit. Le sort des Rwandais dépend des Rwandais. Nous disons simplement, il faut bien qu'il y ait quelque part un endroit où des gens en péril puissent trouver secours. Il faut absolument que la communauté internationale agisse parce qu'ici les gens sont en train de crever de faim. Mais ici maintenant c'est l'épidémie de choléra. Il y a plein de morts ici. C'est les camps de la mort. Vous voyez même la camion des Français qui chargent les cadavres comme des pommes de terre là-dedans. Scène infernale au milieu du silence de mort ponctué par le bruit des moteurs de camions. Des militaires rwandais paradent dans un véhicule volé, armés jusqu'aux dents, et ils chantent à tue-tête. Par provocation, parce qu'eux se sentent intouchables, immunisés. Goma, Laurence Simon, France Inter. Des miliciens Hutus paradant dans des camps de réfugiés victimes du choléra sous les yeux des forces françaises, c'est totalement surréaliste, ça, Patrick de Saint-Exupéry. Personne ne pouvait rien y comprendre. Toute cette opération Turquoise est totalement folle, elle est schizophrène. Là, vous parliez de la fuite des Hutus. Non, les Hutus ne fuient pas. Radio Mille Collines organise leur départ. C'est un départ organisé. Radio Mille Collines annonce il faut partir et aller au Zaïre et dit nous ne laisserons à l'adversaire qu'un pays en ruine, réduit à l'état de cendre, avec plus que des lapins. Et c'est tout ce qu'il y aura. Donc c'est une fuite organisée. Et cette fuite, disent on va revenir pour terminer le travail. Absolument. Et cette fuite est organisée par les tueurs qui vont s'emparer de leur peuple comme d'un bouclier. C'est-à-dire que ces gens-là vont aller au bout de leur propre logique, quitte à sacrifier les leurs. Et c'est ce qui se passera à Goma. Vous allez avoir 1 million de personnes qui vont être rassemblées sur un espace extrêmement restreint dans des conditions très difficiles. Le choléra va débouler. Les gens vont mourir, mais ils vont être sacrifiés par les tueurs. Ce seront les tueurs qui vont faire le choix de sacrifier les leurs. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que les images de Goma seront essentiellement seront les plus diffusées à travers le monde. Et tout le monde pensera qu'à Goma, s'est passé le génocide. Il y aura même des gens qui, sans le faire exprès, diront, des journalistes signant leur papier de Goma, qui diront Goma, Rwanda. Où il y a une confusion totale entre le génocide qui vient de se dérouler et la catastrophe humanitaire qui est le choléra, qui est une catastrophe, qui est une tragédie. Mais le choléra va emporter 50 000 morts, à peu près 50 000 personnes. Il y en a 800 000 qui viennent de mourir. Et eux ne sont pas morts d'une maladie, ils sont morts de machettes
par balles, on les a tués. Le choléra n'est qu'une maladie. Est-ce qu'on peut imaginer, Patrick de Saint-Exupéry, une réconciliation entre des gens qui ont tué, qui ont massacré toute une population, et puis ceux qui en ont été les victimes, les Tutsis, et est-ce que ça passe pas par finalement des jugements qui finalement ne se produisent pas? Mais la réconciliation est toujours possible. Il me semble qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de peuples se sont réconciliés, des peuples qui avaient traversé des épreuves aussi extrêmement douloureuses. Donc la réconciliation est toujours possible. C'est extrêmement dur, c'est extrêmement long, c'est extrêmement pénible, c'est extrêmement douloureux, mais on ne peut pas partir de l'idée qu'il n'y ait pas de réconciliation possible. Merci Patrick de Saint-Exupéry. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre, L'inavouable, la France au Rwanda, qui a été publié aux éditions des Arènes. À lire également, entre autres, Rwanda, un génocide oublié, un procès pour mémoire de Laure de Vulpian, une coédition complexe France Culture, un livre extraordinaire aussi, Un dimanche à la piscine de Kigali, de Gilles Courtemanche, publié chez De Noël, enfin une saison de Machette, de Jean Hatzfeld au Seuil. Je signale 2 documentaires qui seront diffusés sur la chaîne Histoire, Rwanda, l'histoire qui mène au génocide, diffusé ce soir à 19h05, et La France au Rwanda, une neutralité coupable, diffusée demain à 19h05. L'archive de Radio Mille Collines que vous avez entendu est extraite d'Afrique, une histoire sonore, un coffret de 7 CD, réalisé par Frémo et associés en collaboration avec l'INA et RFI. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Edwin Caron et Carole Sandvoire.